Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur les plateformes d'information Mali Online, émettant de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers Bamako. Avec nous aujourd'hui sur le plateau de Grand Débat, Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat et analyste politique. Il a sa vision de l'environnement socio-politique et économique de notre pays. Nous allons échanger avec lui à bâton rompu. Maître Cheikh Oumar, bonsoir. Bonsoir Sampi. Et bienvenue sur le plateau de Mali Online. C'est moi qui vous remercie. Maître Cheikh Oumar Konaré, vous êtes connu pour la qualité de vos analyses. D'aucuns vous trouvent réaliste, d'autres pensent que vous êtes simplement un passionné. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vos critiques tranchantes sont basées sur quoi? L'homme, le métier ou l'amour pour sa patrie? Bonsoir Sampi, je salue tous vos auditeurs. Il n'est pas aisé de parler de soi. Je suis venu dans les métiers de la parole un peu par hasard. D'abord comme journaliste. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme journaliste. Et dans le courant de cette carrière, j'ai créé à peu près 4 journaux successifs. Et tous ces journaux étaient guidés vers les critiques, étaient plutôt inspirés de l'opposition au pouvoir en place. Quand vous avez pris l'habitude de critiquer, vous ne pouvez plus être complaisant. Alors, vous êtes animé d'un sentiment de liberté et de responsabilité qui vous pousse à braver qui que ce soit pour la manifestation de la vérité. C'est ce qui me conduit à tenir parfois des discours qui peuvent déranger. Mais vous aurez compris dans mon propos que je n'entretiens jamais une querelle personnelle avec quelqu'un. Je parle toujours des idées et des affaires de la nation, jamais des individus. Parce que chaque homme a ses qualités et ses défauts. Avant de parler des défauts des autres, regarde tes propres défauts. Et donc, moi je suis de ceux qui pensent que la critique est constructive, à condition qu'elle soit faite de bonne foi. Et quand vous critiquez quelque chose, il faut proposer autre chose en remplacement. C'est pourquoi je fais toujours des propositions, même si ces propositions peuvent paraître critiquables pour d'autres, ce qui est normal. Maître, on vous trouve toujours anticonformiste. Cela est dû à quoi? Je n'ai jamais voulu suivre quelqu'un. Même pour devenir musulman, je n'ai pas suivi mes parents. Un beau jour, je me suis levé. Je savais qu'il existait un Dieu parce qu'il y a la terre, le ciel, le soleil et tout. Mais est-ce qu'il faut devenir musulman ou bien chrétien? Pour me déterminer par rapport à cela, je n'ai pas suivi mes parents qui étaient musulmans. J'ai cherché un jour un fonds. Je me suis rendu à la bibliothèque islamique de la Grande Mosquée. J'ai acheté environ pour, je crois, 300 ou 350 000 francs de livres islamiques, 100 000 francs de livres sur le christianisme, et je me suis retiré à la maison pendant 6 mois. Je n'ai pas mis les pieds dehors, uniquement en train de lire des livres. Et je suis tombé sur un livre qui m'a ébloui et qui m'a permis de devenir musulman. Et je remercie Dieu pour cela. Alors, donc, c'est pour vous dire que rien ne passe à mes yeux pour certains tant que je ne l'ai pas éprouvé. La vérité, je la considère comme vérité lorsqu'elle a été éprouvée. Je n'aime pas suivre les gens par passion ou
je n'aime pas, je ne suis pas un adepte de la propagande. Alors, maître Konaré, aujourd'hui, d'aucuns pensent que la bastonnade vous fait changer de ligne. Vous avez quitté le journalisme pour l'avocature. Après, vous êtes passé à ce que je ne nommerai pas. Quand j'étais journaliste, j'étais très virulent contre le pouvoir. Un beau jour, ils ont dépêché la sécurité d'État à mes trousses. On m'a enlevé, on m'a bâillonné, on m'a amené derrière des falaises, là où on m'a subi un interrogatoire musclé. Mais je n'ai pas été frappé, comme certains le disent. Je n'ai ni perdu une dent, ni perdu un œil. Mais quand j'ai été relâché, je suis venu raconter dans la presse ce qui m'était arrivé, pensant que cela pousserait le pouvoir à me laisser enfin en paix, puisque le public était pris à témoin. Mais je me trompais. 15 jours plus tard, on est venu arroser ma voiture d'essence et on l'a brûlée vers 3 heures du matin. Celui chez qui je logeais, dont je louais les locaux, m'a demandé de quitter parce que je devenais un danger public, un danger pour les autres locataires. Mes parents m'ont demandé de quitter et finalement tout mon entourage était terrorisé. J'ai décidé de quitter la presse, qui est un métier que je continue à aimer et dont je pense le plus grand bien. Sans presse, il n'y a pas de démocratie. Maître Sekbar Konaré, les gens aimeraient bien retrouver votre position par rapport à la CEDEAO. En tant qu'intellectuel, vous avez dit qu'on pouvait quitter l'organisation. Et après, bon, les tambours ont cessé de battre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, lorsqu'un pays se trouve dans la détresse, il doit recevoir le soutien de ses voisins. Le Mali a traversé de 2012 à 2020 une période noire en termes de sécurité, de terrorisme et de tout ce que vous imaginez. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour nous aider? Rien. Quand notre pays a été démembré, occupé aux 2/3 par des hordes séparato-terroristes, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour nous sortir de ce guêpier? Rien. Quand les élections étaient truquées, les résultats transformés au gré des décideurs du jour, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour rétablir le processus démocratique? Rien. Donc, quand le peuple prend son destin en main et crée une nouvelle donne et veut changer le pays avant d'aller à des élections, je ne comprends pas que la CEDEAO lui dise de ne pas faire ça et d'aller à des élections bidons qui vont générer des institutions bidons et une nouvelle crise post-électorale. Et peut-être un nouveau coup d'État. Donc pour vous, le moi, quand j'ai entendu la CEDEAO dire non, il ne faut rien réformer, il ne faut pas vous battre, il ne faut pas restaurer la sécurité, aller immédiatement à des élections, j'ai compris que la CEDEAO n'aimait pas notre pays. La CEDEAO est plutôt attachée à ses propres papiers. Et peut-être aux injonctions de ces bailleurs de fonds qui constituent les pays occidentaux. Et moi, je suis partisan de l'émancipation de ce pays de toute tutelle étrangère, à commencer par la tutelle néocoloniale française. Donc on reste ou on sort? Je suis partisan qu'on sorte jusqu'à ce que nous puissions redresser notre pays de manière optimale, quitte à ce qu'on revienne après. Et c'est raisonnable? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi rester dans une organisation qui, au lieu de vous aider, vous accable chaque fois d'embargo, de restrictions commerciales, etc., des sanctions? Pourquoi? Maître Konaré, vous êtes avocat. Vous êtes un homme engagé. Il y a bien une question qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. C'est le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme dans l'affaire de Moura. Un rapport dans lequel on estime à 500 le nombre de civils qui auraient été tués par les FAMA.
Le gouvernement malien a protesté vigoureusement et a qualifié le rapport de biaisé en reposant sur un récit fictif. Comment voyez-vous ce rapport et la réaction du gouvernement malien? Merci pour cette question. Bien avant que nous ne décidions de rompre avec la France, j'ai été de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit, est-ce que nos autorités sont vraiment prêtes pour affronter le lion? Parce que vouloir s'émanciper de la France, c'est vouloir arracher au lion la proie qu'il vient d'attraper. Et quand je dis le lion, je parle du lion et de tout sa suite. Le lion, c'est la France. Le Mali, c'était sa colonie. Ça a continué d'être sa proie. Vous voulez enlever le Mali de la bouche de la France, c'est comme vous voulez enlever au lion sa proie. Le lion, c'est toute sa suite. Et la France est une hyperpuissance qui a une suite nombreuse. Donc vous dénoncez une manipulation? La CEDEAO, non mais j'arrive, la CEDEAO fait partie de cette suite. L'Union européenne fait partie de cette suite. L'ONU fait partie de cette suite. La MINUSMA fait partie de cette suite. L'UEMOA en fait partie. L'Union africaine en fait partie. Tous nos pays voisins font partie de la suite de la France, qui, faut-il le rappeler, est une hyperpuissance qui a colonisé pendant une centaine d'années tous ces pays-là. Alors, si vous décidez de combattre la France, eh bien, elle va vous combattre aussi. Et il faut vous attendre à la bourrasque. Donc, le combat lancé entre le Mali et la France a des conséquences sur le Mali. Des conséquences d'ordre diplomatique, des conséquences d'ordre médiatique, des conséquences d'ordre politique, des conséquences d'ordre économique, mais aussi des conséquences d'ordre juridique. Tel que ce rapport qui vient d'être pondu par l'ONU. Vous n'y croyez pas? Moi, je ne dis pas que je n'y crois pas, mais je place le rapport dans son contexte. C'est un rapport qui est unilatéral, qui a été commandité dans le cadre d'une guerre contre le Mali et contre les autorités maliennes. Dès lors que le contexte ne permet pas de croire à l'impartialité des rapporteurs, le rapport lui-même perd sa crédibilité. De par le fait que ça se produit dans un contexte suspect. Donc moi j'ai des doutes sur l'authenticité. Je doute du contenu du rapport. Je me tiens, quant à moi, à l'observation du contexte qui ne permet pas de faire un rapport équilibré et juste, émanant de la MINUSMA. Et quelles sont les voies de recours juridiques? Il n'y a pas de voie de recours juridique. Un rapport n'est pas un jugement. C'est une simple constatation que vous pouvez contester par les voies par lesquelles ce rapport a été publié, les voies médiatiques. Et qui est suivi de sanctions déjà par les Américains. Non, les États-Unis ne sont pas l'ONU. Les États-Unis sont un pays souverain, qui se croit d'ailleurs le plus souverain du monde, qui se permettent de sanctionner et de féliciter les pays les plus faibles. Mais pourquoi il n'y a pas de rapport sur les activités des États-Unis eux-mêmes? Le monde n'est pas régi par la justice. La guerre déclenchée par les États-Unis en Irak au motif de la détention par Saddam Hussein de bombes atomiques, mais cette guerre-là a fait plus de 200 000 morts. Et au finish, on a découvert que ces motifs avancés par les Américains étaient faux, fabriqués. Et les États-Unis eux-mêmes l'ont reconnu. La guerre déclenchée par les États-Unis contre l'Afghanistan a fini comment? Des milliers de vies, des milliards gaspillés et en fin de compte une négociation avec les talibans. Le président du Panama a été capturé en dehors de toutes règles internationales par les États-Unis qui sont allés le faire juger pour trafic de drogue aux États-Unis. Le monde est régi, mon cher Sampi, par la force et non pas par le droit. Maintenant, les plus forts transforment leur
intérêts en loi, les plus forts transforment leurs intérêts en règlements internationaux qu'ils appliquent sur les pays les plus faibles. Nous sommes dans une forêt où il y a des lions, des tigres, des hyènes qui vivent des petites antilopes que nous sommes. Il se trouve que le Mali ne se laisse plus dévorer comme avant, tranquillement. Aujourd'hui, le Mali se débat. Et on ne veut même pas qu'on se débatte. Et là, je dis non. On va se débattre, quitte à mourir. Maître Chekbar Konaré, revenons au Mali. Vous avez lâché le mot. La transition continue son petit bonhomme de chemin. En tant qu'observateur, vous êtes acteur également de la rédaction de la nouvelle Constitution. Parlons-en. Elle fait couler beaucoup d'encre, des incompréhensions. Si on vous demande, en tant qu'acteur de la rédaction de cette Constitution, de jeter un regard sur les grands changements que cette Constitution a connus, Maître Chekbar Konaré, cette Constitution a quoi de différent? Beaucoup de choses vont changer à travers la nouvelle Constitution. Le régime politique cesse d'être semi-présidentiel comme celui de la France et devient un régime présidentiel avec un renforcement des pouvoirs du président de la République. Je dirais un renforcement qui va au-delà des pouvoirs d'un régime présidentiel classique comme celui des États-Unis. Parce que tout l'exécutif sera détenu par le futur président de la République, qui pourra nommer le Premier ministre et les ministres à sa guise, qui détient tout le pouvoir réglementaire, qui va déterminer, contrairement à la Constitution de 92, qui va déterminer à la place du gouvernement la politique de la nation. Mais notre commission avait décidé de priver le président de la République du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. La commission de finalisation a décidé au contraire qu'il fallait lui donner aussi ce pouvoir afin qu'il puisse surmonter un éventuel blocage des institutions. En réalité, l'équilibre des pouvoirs va clairement en faveur du président de la République qui a pris beaucoup plus de poids. Mais pourquoi ce renversement d'équilibre serait bon pour le pays? Parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui très instable, avec des crises partout, économiques, sécuritaires, sociales et même religieuses. Et donc, il faut un président doté de très larges pouvoirs pour pouvoir décider rapidement sans entrer dans la bureaucratie parlementaire. Mais est-ce que ce n'est pas une dictature qu'on prépare également? Non, il n'y a pas de dictature. Parce que dans la Constitution, il est quand même prévu que les lois sont votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a même 2 chambres par lesquelles les lois doivent passer pour être validées. Et si l'Assemblée ne vote pas, le Sénat ne vote pas majoritairement, aucune loi ne passe. Et si aucune loi ne passe, le président ne peut pas gouverner. Il ne peut pas présider. Il aura l'attitude de dissoudre cette Assemblée alors? Maintenant, quand tu dissous, les élections nouvelles doivent se faire. Et on te dit qu'au bout de 90 jours, si la nouvelle Assemblée n'est pas en place, l'ancienne Assemblée sera rétablie de force. Ça n'existait pas dans l'ancienne Constitution. C'est pour que le président ne puisse pas jouer avec les règles constitutionnelles. Tu dissous l'Assemblée, tu profites du vide qui est là pour gouverner par décret ad vitam aeternam. Ça, ce n'est pas possible. Avec la nouvelle Constitution, quand tu dissous l'Assemblée, si dans les 90 jours, l'Assemblée n'est pas rétablie, eh bien, il n'y a pas de nouvelle législative. L'Assemblée que tu as dissoute reprend ses fonctions. C'est la Constitution qui dit ça. Mieux, il y a un mode de destitution du chef de l'État qui est introduit dans la nouvelle Constitution. Et ça commence par un vote simplement majoritaire au niveau des 2 chambres, mais ça finit par un vote des 2 tiers des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Si ça arrive, le président immédiatement
est contraint à la démission et peut-être mis à la disposition de la justice. Et puis au niveau de la justice, il y a eu quand même des changements. Aujourd'hui, personne ne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une quelconque plainte parce que le Conseil ne joue pas ce rôle-là aujourd'hui. La nouvelle constitution ouvre la saisine du Conseil supérieur de la magistrature à tous les citoyens. Et vous devez vous souvenir que le Conseil supérieur de la magistrature est cette instance supérieure qui gère la carrière des magistrats et qui seul peut prononcer des sanctions contre des magistrats. Donc il est ouvert aujourd'hui à tous les... Sa saisine est ouverte à tous les citoyens. Mieux, alors que sur une vingtaine de membres du Conseil, 18 environ étaient des magistrats sous l'empire de l'ancienne Constitution, la nouvelle Constitution fait que la composition du Conseil supérieur de la magistrature change totalement. 50% des membres ne seront pas des magistrats. Et donc 50% des membres du Conseil seront des gens nouveaux, étrangers à la profession des magistrats et qui vont recevoir les plaintes venant de tous les citoyens. Donc ça permet de fixer un regard nouveau, très très pénétrant sur l'activité de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les néophytes ne puissent pas juger? Non, on ne va pas prendre un néophyte pour le mettre là. Il y a plein de gens qui peuvent jouer ce rôle-là. Il y a des avocats, il y a des huissiers, il y a des notaires, il y a des, comment on appelle, des professeurs de droit. Il y a beaucoup de catégories de gens avisés des questions de droit qu'on peut mettre dans le Conseil supérieur de la magistrature sans qu'ils soient des magistrats. Donc le fait de braquer un regard nouveau et un regard massif sur l'activité de la justice fait que les intérêts du peuple seront beaucoup plus tenus en compte par la justice. M. Cheikh Konaré, en venant à ce qui fait couler beaucoup plus d'encre encore, en tant que membre de rédaction de cette nouvelle constitution, on vous reproche de vous être désespérément accroché encore à cette laïcité qui est d'une importation française. Alors qu'en est-il? Ce que signifie la laïcité, c'est d'abord que chaque citoyen a le droit d'adhérer à une religion. Chaque citoyen a le droit de ne pas adhérer à une religion. Toutes les religions exercent librement et l'État n'a pas de religion officielle. L'État ne salarie pas des cultes religieux. L'État n'intervient dans l'activité des religieux et des religions que quand ces activités-là menacent l'ordre public. Voilà ce que c'est que la laïcité. Vous prenez les 150 000 mots du Petit Larousse, vous ne trouverez pas un autre mot pour remplacer la laïcité. Parce que tout autre mot voudrait dire que l'État devient confessionnel. Confessionnel veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a une religion officielle. Comme en Arabie Saoudite, ou comme en Afghanistan, ou encore comme au Vatican, qui est un État chrétien. Alors, c'est pourquoi on dit que 98% de musulmans, il fallait qu'il y ait une religion d'État. Maintenant, moi, j'écoute des critiques. Ceux qui parlent de supprimer la laïcité, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont partisans d'un État islamique? Ils ne l'ont pas dit. Pourquoi? Mais je peux comprendre que les associations islamiques demandent l'instauration d'un régime islamique. Ça, je peux le comprendre. Moi-même, je suis musulman, je suis partisan je serai partisan d'un régime islamique. Mais je sais que ça va demander beaucoup de bouleversements au niveau de notre société. Il est beaucoup plus dangereux d'enlever aujourd'hui le mot laïcité de la Constitution que de maintenir le mot laïcité là-dedans. Parce que si vous voulez enlever la laïcité, vous allez créer des soulèvements. Maintenant, la laïcité n'a pas empêché les mosquées d'être créées, de proliférer.
La laïcité n'a jamais empêché les médersa de proliférer, ni les églises de proliférer. La laïcité n'a jamais empêché un chrétien ou un musulman d'occuper une haute fonction publique. Donc moi je trouve que la laïcité est le seul mot qui puisse permettre à chacun d'exercer sa religion. Si vous l'enlevez et que l'État devient religieux, là ça va poser une autre problématique. D'aucuns l'interprètent. Parce que la religion islamique chez nous se subdivise en plusieurs démembrements. Quand vous dites que l'État est islamique, ça veut dire qu'il faut autoriser désormais les partis islamiques. Et les partis islamiques vont se créer sur quelle base? Ils vont se créer sur la base d'obédience plus étroite, comme la Tidjaniya, la Qadriya, le Wahhabisme, etc. Vous aurez un parti de chaque tendance et ça va faire une guerre religieuse ici pour la conquête du pouvoir. Quand vous enlevez la laïcité, vous autorisez les partis islamiques, ce qui est interdit aujourd'hui. Les chrétiens aussi vont créer leur parti. Vous aurez dans ce pays-là, mais une confrontation des religieux et de leurs disciples pour la conquête du pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'on veut? J'ai entendu aussi d'autres dire qu'il faut un État multiconfessionnel. Multiconfessionnel veut dire quoi? Un État qui aura pour constitution peut-être la Bible et le Coran. Alors que le Coran et la Bible se rejettent mutuellement. Ne renvoient pas au même Dieu. Ne croient pas à la même chose. Mais comment vous pouvez baser un État à la fois sur le Coran et la Bible? Et je ne parle pas des Gontro et Sané. Et cet État multiconfessionnel la renvoie en réalité à l'exemple du Liban, où vous avez un président issu d'une religion, un premier ministre issu d'une autre religion, un président de l'Assemblée issu d'une autre religion. Donc les religions se partagent le pouvoir. Vous pensez que ça peut marcher ici? Président Tidjane, premier ministre Wahhabite, président de l'Assemblée chrétienne, président de la Cour suprême fétichère. Vous pensez que ça peut marcher ici? Maître Chekbar Kounaré, vous êtes soupçonné d'être un fervent soutien à la transition. Ce soutien est-il lié à une conviction ou à l'alimentaire? J'ai commencé à soutenir réellement la transition quand il y a eu le second coup d'État du 24 mai 2021, je crois. C'est là qu'il y a eu une rupture avec l'ancienne politique de soumission à l'Occident et à sa politique néocoloniale. Un pays qui veut se libérer, un pays qui veut s'émanciper, un pays qui veut se prendre en main, voilà le pays dont je rêvais et il n'y a aucune raison que je ne soutienne pas les autorités qui mènent une telle politique. Mon soutien est total. Il n'est pas lié à une quelconque recherche de gain pour moi-même. Il est lié à ma conviction que ce pays n'ira nulle part s'il ne se prend pas en charge et s'il ne s'émancipe pas. Quoi qu'il en coûte. Maître Chekbar Kounaré, on trouve également votre complaisance liée à votre proximité avec le Premier ministre Choguel Maïga. Vous savez, ceux qui disent ça n'ont pas tort. Et le Premier ministre est un ami de longue date, depuis 1995. Que quelqu'un soutienne son ami n'a rien d'extraordinaire. Mais il faut bien savoir que ceux qui pensent que mon soutien à Choguel est lié à des questions alimentaires devraient songer que Choguel ne m'a pas nommé ministre. Il y a d'autres qui sont ministres, non? Qui ont été désignés par lui. Cela n'a en rien altéré notre amitié. Mon soutien à Choguel est dû au fait que je crois en l'homme et je crois à sa politique et à sa capacité de refonder ce pays. Pas pour chercher des places, ni pour chercher à manger. Maître Chekbar Kounaré, depuis le début de la transition, beaucoup d'épithètes ne font que fleurir.
la refondation, le Mali Koura, la souveraineté retrouvée, pour ne citer que ceci. Quel sens donnerez-vous à ces différents mots et comment est-ce que cela peut se matérialiser dans votre combat? Depuis que le Mali est entré dans l'ère pluraliste, nous subissons ce que j'appelle une attaque virale de l'Occident. Pourquoi attaque virale? Vous savez la différence entre un virus et une bactérie. La bactérie peut se reproduire dans l'air d'elle-même sans avoir besoin de se loger dans votre corps humain. Mais le virus ne peut pas faire ça. Le virus est obligé d'entrer dans votre organisme, de coloniser votre organisme et maintenant d'obliger votre organisme à faire des copies du virus. Donc, la France et ses alliés occidentaux avaient colonisé l'élite de notre pays par une attaque virale. Donc, nous avions des petits Français noirs qui gouvernaient nos pays. Ce n'étaient pas des Africains. Et quand des élections approchaient, c'est la France qui envoyait telle ou telle personne dans tel ou tel pays récolter des fonds par-ci, par-là. Et c'est la France qui décidait de qui devenait président ou pas. Mais quand vous avez un tel système politique, mais vous ne pouvez jamais vous libérer parce que votre élite, c'est-à-dire votre cerveau, est colonisé par l'étranger. Celui qui veut s'émanciper de cette colonisation-là a mon soutien. Ce n'est pas que je sois contre la France. Je suis un partisan fiefé de la liberté, qui est une vertu française. Je suis un partisan vraiment fiefé des philosophes, des Lumières. Mes auteurs préférés sont français. Ma langue à l'école, c'est le français. Et le pays des Lumières me plaît de par sa géographie et de par la culture qu'il a. Mais la politique française en Afrique est une politique néocoloniale. Et donc, il incombe aux dirigeants africains de se départir de cette politique pour prendre un chemin de développement endogène. Regardez, depuis le début, depuis la rectification de la transition, mais le Mali ne vit que de ses propres deniers. Tous les fonds étrangers sont gelés. Et pourtant, les impôts ont fait entrer quelques 995 milliards de francs CFA en 2022. La douane a fait entrer plus de 700 milliards de francs CFA. Mais tout cet argent nous permet de payer nos salaires sans avoir besoin d'un franc de l'étranger. Donc ça veut dire que nous pouvons très bien nous passer de l'aide étrangère et survivre. M. Cheikmar Konaré, est-ce que cette révolution est saisissable à la longue? Parce qu'aujourd'hui, l'euphorie est là, mais les difficultés l'accompagnent. Est-ce que vous pensez que le bateau peut être à bon port? Aucun pays ne peut s'émanciper des puissances étrangères sans souffrir. Ça, il faut que ça soit clair. Les Chinois, pour s'émanciper de la tutelle du Japon, ont souffert. On les a tués, on les a massacrés. Les Américains, pour quitter la tutelle de l'Angleterre, prendre leur indépendance, ont traversé plusieurs guerres. La guerre d'indépendance et ensuite la guerre de sécession, qui a fait des centaines de milliers de morts. La famine et tout. La France, pour se sortir d'affaires, a dû bénéficier du soutien d'hommes providentiels comme Napoléon et De Gaulle qui ont fait sa grandeur. Mais tous les pays ont traversé des périodes extrêmement difficiles. Mais pensez-vous... où ils mangeaient de la boue. Mais pensez-vous... Les Vietnamiens ont affronté militairement, l'une à la suite de l'autre, la France et les États-Unis. Mais pensez-vous que cette conviction existe aujourd'hui à ce Malien d'aujourd'hui? Il s'agit de créer cette conviction chez le Malien. Comment? Quand le Malien sait que le dirigeant n'est pas en train de le tromper, quand le Malien sait que le dirigeant lui-même donne l'exemple, le Malien va accepter de souffrir. Mais il va cesser de suivre ses dirigeants s'il a la preuve
que ces dirigeants-là le trompent. Je prie pour que ces dirigeants en lesquels nous croyons ne soient pas surpris dans des affaires malheureuses. M. Chekbar Konaré, avant de terminer ce débat, est-ce que vous croyez à un Mali Koura? Est-ce que vous croyez que cette constitution et tout ce qui peut augurer va amener un Mali de rêve? J'en suis certain. J'en suis certain. Vous fondez votre Je me fonde sur la qualité des hommes qui sont en train de diriger aujourd'hui le pays. Je me fonde sur le cap qui a été fixé par les autorités, le cap de l'émancipation, le cap de la prise en charge du Mali par lui-même. Le fait que nous puissions nous débrouiller sans avoir besoin de quelqu'un. Le fait que nous puissions marcher sans les béquilles de l'Occident. Ce cap-là, moi j'y crois. Le jour où je n'y croirai plus, je vous le dirai. M. Chekbar Konaré, le mot de la fin. Sampi, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir accordé ce petit temps pour parler à vos auditeurs, partager mes convictions. Vous savez, les gens se trompent s'ils pensent que le combat que je mène est un combat pour la recherche de portefeuille ministériel ou autre. Mais ce n'est pas interdit. Quitter le métier d'avocat pour venir au gouvernement, c'est à mon avis par conviction et pour servir son pays. Ce n'est pas pour chercher à manger. Et donc ceux qui pensent qu'on ne peut pas se battre dans ce pays sans être animé par une volonté de rapine, une volonté alimentaire se trompent. Moi, mon combat a commencé bien avant l'arrivée de cette transition. Il va se poursuivre au-delà de cette transition. Et je ne suis à la recherche d'aucun poste. Je ne dis pas que je le refuserais si on me le proposait, parce que je veux servir mon pays. Mais je n'y pense même pas. Et c'est un appel de pied? Ce n'est surtout pas un appel du pied, je vous parle comme je le pense. Je n'ai pas besoin que mon combat soit soutenu par des postes. Contrairement aux politiciens qui y pensent en se rasant tous les matins. Vous l'avez dit, hein, je suis obligé de revenir là-dessus parce que c'est vous qui m'avez amené. Aujourd'hui, vous êtes très virulent contre les politiques. Et vous avez même traité certains partis de GIE, je me résume. Hein. Alors, qu'en est-il? Quelle mouche vous a piqué? Aucune mouche ne m'a piqué. Au contraire, c'est moi qui ai chassé la mouche. Depuis que nous avons commencé cette fameuse démocratie-là, en 1991, qu'est-ce que le Mali a gagné là-dedans? Si on avait dit aux Maliens que vous allez vers une démocratie pluraliste, mais dans 30 ans, les 2/3 de votre pays seront occupés par des terroristes et des rebelles. Les élections que vous allez organiser seront des élections bidons. La corruption sera à ciel ouvert. Dans toutes les maires vont vendre tous vos terrains. Et les marchés publics seront l'objet de détournements massifs. Si on avait dit ça aux Maliens en 1991, vous pensez qu'ils seraient allés à la démocratie? Non, ils auraient refusé. Donc on nous a dupés avec cette histoire de démocratie-là. Et sous couvert de démocratie, c'est un pillage systématique des ressources du pays au profit de politiciens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, la politique est discréditée. Mais si la politique est discréditée, on va gouverner avec quoi? La société civile? J'ai dit la politique partisane, la politique politicienne. Alors, qu'est-ce qui est politique aligné aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui est politique aligné aujourd'hui? Parce que si vous jetez dans la poubelle tous ceux qui ont géré pendant les 30 ans ou tous ceux qui étaient dans la gestion, alors on va prendre quoi finalement? Je n'ai pas jeté dans la poubelle tous ceux qui ont géré. Hein. Moi, j'ai une grande admiration pour certains dirigeants comme Amadou Toumani Touré. Mais je dis que le résultat final, c'est qu'on a perdu notre pays. Les 2/3 sont occupés par des hordes séparatistes et terroristes. J'ai dit que nous avons perdu notre souveraineté
sous couvert de démocratie. J'ai dit, est-ce que si on avait dit ça aux Maliens il y a 30 ans, est-ce qu'ils seraient allés à la démocratie? Ils auraient refusé. Bon, donc nous avons été trompés. Par qui? Je ne l'ai pas dit. J'ai parlé de manière générale. De manière générale, j'ai parlé des politiques qui ont été mises en œuvre et des politiciens qui ont vendu leur pays. Plus clairement, le responsable, c'est qui selon vous? Non, moi je ne dirais pas ça. Il n'y a pas un seul responsable, ils sont nombreux. Quelques-uns. Ça ferait l'objet d'une thèse de doctorat. Merci bien, Cheikh Mar Konaré. Je vous rappelle qu'il est avocat et analyste politique. Et merci d'avoir répondu à nos questions à bâton rompu. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et à la prochaine, Inch'Allah. Vous étiez sur les plateformes de Mali Online, émettant de Bamako vers l'étranger et de l'étranger vers Bamako pour le bonheur de tous ceux qui sont connectés à nos réseaux. Merci. À la prochaine, une fois de plus, Inch'Allah.